Nous retrouvons comme promis pour une table ronde sur le cyber. Alors je ne sais pas si c'est le sujet le plus attendu, mais en tout cas c'est sûrement le sujet qui a été le plus évoqué hier et avant-hier. Si on fait un nuage de mots, des mots qui ont été cités de nombreuses fois alors que les experts n'étaient pas encore sur scène, on a beaucoup parlé cyber. Et donc je vais vous présenter les 5 experts qui sont à mes côtés. Juste, c'est une table ronde qui va être bilingue, donc si vous n'êtes pas à l'aise dans l'une des 2 langues, n'hésitez pas à courir. It will be half in French, half in English. Ça sera moitié en français, moitié en anglais, donc si vous avez besoin de traduction, n'hésitez pas. C'est de rester en français pour éviter le franglais. Je suis très heureuse de vous présenter à mes côtés Bernard Impérial. Vous êtes cofondateur de Seawake. Je ne sais pas si on dit Seawake comme la mer ou Skywake comme les deux, ça marche. D'accord. À vos côtés, Panagiotis Christias. Bonjour Panagiotis. Vous nous venez en direct de Grèce et vous êtes Cyber Security Director chez Margetis Maritime Consulting. Bienvenue. Thank you. À vos côtés, Howard Potter, vous êtes chez Astara. Fabien Caparros, tu es conseiller digital cybersécurité de la représentation militaire et de défense, j'ai bien noté, française auprès de l'Union européenne. Merci beaucoup, bonjour. Et Jean Bayon de la Tour, Managing Director chez March. Tu es la tête, Europe Cyber Head, le responsable du cyber au niveau européen, basé à Madrid. Donc, tout à fait. Même si tu es français, vous venez de très loin les uns et les autres, Fabien étant bien sûr basé à Bruxelles. J'aimerais qu'on commence par un petit état des lieux de la menace cyber. Et pour ça, je me tournerai bien vers Fabien. On en est où aujourd'hui et pourquoi je me tourne vers toi, c'est que les choses ont peut-être quand même changé avec on va dire, l'événement militaire de février 2022. On peut parler de guerre, on peut parler de guerre malheureusement. Alors la menace, c'est pas un scoop, la menace se porte bien. Globalement, on fait face, en particulier dans la cybercriminalité, à un écosystème qui est très sophistiqué, qui s'est structuré, pour pouvoir conduire une attaque informatique aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être au fond d'un garage et de faire tout seul. C'est plutôt des systèmes très professionnels où on va chercher un accès sur un système qui va être vendu dans le dark web. On va avoir notre service provider qui va vous donner les capacités, par exemple, de chiffrer un système, et un autre service provider qui va vous donner les capacités de rançonner, de récupérer la rançon. Donc cet écosystème-là est arrivé à un niveau de sophistication qui se rapproche de la menace d'origine plutôt étatique, à tel point que quand on regarde techniquement une attaque informatique, c'est quand même très difficile aujourd'hui de faire la différence, de faire une imputation, de faire la différence uniquement techniquement entre une attaque cybercriminelle ou autre. Tout le monde utilise à peu près les mêmes moyens. Ce qui fait aussi que la menace se porte malheureusement bien, c'est qu'elle bénéficie encore aujourd'hui de refuges. Et la guerre en Ukraine a montré 2 choses. La première, c'est qu'il y a eu une amplification des attaques de cybercriminalité. Je crois que Mandiant rapportait l'année dernière qu'ils avaient observé plus de 10% d'attaques sur l'Europe, par exemple. Mais il y a eu aussi un autre événement qui était très marquant. C'est qu'on a vu avec l'Ukraine qu'il y a eu un renversement et vraiment un renversement sur ce qui était appelé l'avantage à l'attaque. C'était annoncé par un certain nombre d'experts, dont Kneik et Clark par exemple, qui ont écrit le 6e domaine. Ce sont des experts américains de très haut niveau. Globalement, ça devient beaucoup plus compliqué pour la menace quand l'attaque fait l'effort de se mettre à maturité, on va dire, quand la défense fait l'effort de se mettre en maturité. Attaquer un système aujourd'hui, par exemple comme un bateau, c'est plusieurs mois de prépositionnement, il faut rentrer dans le système, il faut prendre pied, il faut y rester, maîtriser son positionnement. Or, si dans toute cette chaîne d'attaque, on est détecté à un seul moment, l'attaquant est expulsé, doit repartir de zéro. Et on voit une grande leçon de cyber-résilience qui a été donnée par l'Ukraine, qui a d'abord été sévèrement impactée, puis qui a rapatrié toutes ces données à l'extérieur, dans des clouds, dans des data centers, qui a augmenté la cyber-résilience de ces infrastructures avec les nouveaux moyens de communication par satellite. Et tout ça fait que pour l'attaquant, c'est devenu beaucoup plus compliqué d'arriver à réaliser ces attaques informatiques.
Donc on rentre dans cette décennie, on rentre dans la décennie de la résilience. On a commencé par la décennie de la protection au début des années 2000 avec les firewalls, les antivirus. Ensuite, on a été dans la décennie de la détection. On a vu arriver des capacités comme les SIEM, les SOC, je passe sur les jargons, mais globalement, on était capable de détecter des menaces qui pouvaient passer par-dessus ces protections. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment la résilience. Si on fait bien les choses et si on prépare bien les crises, l'impact sera là, mais a priori, on a de très grandes chances de le surmonter et d'en sortir plus fort. Et ce travail de résilience est indispensable, et tous les travaux qui ont été faits, toutes les doctrines qui ont été faites sur la gestion de crise, la capacité d'anticipation, la capacité d'exercice font que l'avantage à l'attaque, aujourd'hui, il est très nettement diminué et on arrive très nettement à faire beaucoup de choses d'un point de vue défensif. Merci pour cette note d'optimisme en début de table ronde sur le cyber. C'est en effet une nouveauté. Si on zoome sur le maritime, Bernard, qu'est-ce qu'on peut dire de ce secteur par rapport au paysage global? Alors déjà, on a un bon élément d'information qui est le document qui a été publié par France Cyber Maritime, donc l'association française qui a été créée il y a quelques années autour de ce sujet et dont je suis par ailleurs administrateur, qui fait une analyse de la menace pour chaque année, donc le dernier étant paru il y a quelques semaines. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des spécificités à la problématique de cybersécurité en matière maritime. C'est une spécificité qui peut être liée d'une part à la très grande hétérogénéité des navires, au fait qu'on est sur un secteur assez large, on a les compagnies maritimes, on a les infrastructures portuaires, on a toute la chaîne logistique, on a tous ces éléments-là. Par ailleurs, il y a les systèmes traditionnels, l'IT, et il y a les systèmes industriels maritimes, notamment à bord des navires, donc ceux qui peuvent être, comme vous retrouvez, à la passerelle, ceux qui vont gérer la propulsion, le ballasting, etc. Et là, on est sur un système et des protocoles très spécifiques et qui peuvent présenter des vulnérabilités qu'on ne connaît pas ailleurs dans l'industrie. Donc c'est un tout petit peu ce qu'on essaie de regarder. Quand on regarde un peu l'état aujourd'hui des attaques qui ont eu lieu, c'est assez bien réparti entre les armateurs, les compagnies maritimes, les infrastructures portuaires, les industriels, aussi bien les chantiers que les équipementiers, et on va dire toute la chaîne logistique. C'est on va dire à peu près 20% chacun, avec une forte montée des attaques l'année dernière sur tout ce qui est infrastructure portuaire, et la guerre en Ukraine n'y est probablement pas pour rien. Et des attaques au niveau des armements qui restent toujours assez fortes. Et l'autre caractéristique qui peut paraître un peu étonnante géographiquement, c'est l'Europe, qui est la région la plus touchée. Voilà. Donc ça, c'est un peu le panorama. La bonne question derrière, quand on part de là, c'est de dire qui a intérêt, effectivement, à procéder à ces attaques et pour quelles conséquences. Et donc on a aussi une typologie, et qui intéresse beaucoup le monde assurantiel, une typologie des conséquences. Il peut s'agir de dommages, de pertes matérielles, il peut s'agir d'éléments qui vont toucher qui vont être humains, c'est-à-dire la compromission éventuelle des systèmes de sûreté et de sécurité des navires. Il peut s'agir plus d'un risque, on va dire, sur l'image de la compagnie. Certaines attaques de grandes compagnies maritimes assez récentes ont été très médiatisées. Et puis il peut s'agir de perte d'exploitation. Voilà, c'est un peu toute la typologie. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut arriver à classer pour retrouver avec quand même des spécificités vraiment du monde maritime sur ce sujet. Howard, peut-être un complément. En fait, dans ce que disait Bernard, on a l'impression que ce sont, enfin, vous avez évoqué surtout des attaques ciblées. Alors, est-ce que le secteur est touché surtout par des acteurs ciblés, ou est-ce qu'il est pris dans les filets, pour reprendre un terme de tout à l'heure, d'attaques beaucoup plus aléatoires, beaucoup plus globales? Oui, complètement. Et en fait, probablement, l'exemple le plus célèbre dont vous avez probablement entendu parler, c'est ce qui est arrivé à Maersk Shipping Line au Danemark il y a environ 5 ans. Ce n'était pas eux la cible de l'attaque. En fait, c'était une itération précoce de l'agression russo-ukrainienne dans le domaine cyber. Et en fait, ils ont simplement été pris du fait du logiciel qu'ils utilisaient. Ce qui est intéressant pour nous, en tant que public de professionnels de l'assurance maritime,
Si vous êtes souscripteur ou courtier pour une assurance corps, ce qui vous intéresse, c'est le bâtiment. Si c'est une assurance faculté, ce sont plutôt les marchandises à bord et pas simplement l'usine qui les a produits ou bien le bureau derrière la compagnie. Mais dans le cyber, ces frontières n'existent pas. Les incidents cyber peuvent couvrir l'ensemble d'une entreprise. Et donc, c'est là que s'opère le plus grand changement de paradigme en tant que public pour nous. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas de frontières et aussi, surtout pour les attaques qui sont sponsorisées par des États, mais il y a aussi vraiment des attaques comme ça au passage et dont souffrent ces personnes. Panagiotis, Ok. vous venez d'un tout autre secteur, qui est le secteur bancaire, et donc dans ce paysage maritime qu'on vient de décrire, vous avez eu peut-être un comparatif qui peut être intéressant. Merci pour cette question. Oui, en effet, je viens du secteur bancaire et je travaille dans le secteur bancaire depuis environ 35 ans. Et quand je suis arrivé dans le secteur maritime, j'ai été surpris parce que le secteur bancaire, comme vous le savez, est le secteur le plus sophistiqué en matière de cybersécurité, en tout cas. Et le niveau de maturité de la cybersécurité est très élevé dans la banque. Mais bien sûr, les banques investissent énormément dans la cybersécurité. C'est la raison de cette maturité. Elles investissent beaucoup aussi dans la formation, dans les ressources humaines, aussi dans les dispositifs techniques. Et si l'on compare avec le maritime, à l'heure actuelle, le maritime est vraiment au niveau de base de maturité. Et je pense que tous les armateurs ont des plans pour investir dans ce domaine, mais leurs plans sont plutôt pour l'avenir. Et moi, je pense que ça va commencer en 2024 du fait des nouvelles dispositions de l'OMI. Et les armateurs doivent faire quelque chose en matière de cybersécurité, simplement pour des raisons de conformité, au moins. Voilà en tout cas mon avis sur la situation. Bernard, en complément, est-ce que les armateurs sont sensibles au risque aujourd'hui? Est-ce qu'ils l'ont... on a cité Merckx, en effet, c'est de la vieille histoire. Enfin, c'était l'attaque qui, en France, a aussi beaucoup touché Saint-Gobain. Enfin, on en a beaucoup entendu parler au niveau mondial. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur a pris la mesure du risque? Alors c'est très variable. Déjà là, on parle du monde maritime civil. On pourrait parler du monde maritime de défense où on a un niveau de conscience évidemment un petit peu différent. Cela dit... Je poserai la question à Fabien. En effet, j'espère que le niveau est meilleur. Mais... C'est une bonne question. Cela dit, la guerre en Ukraine a quand même fait remonter un certain nombre d'informations. On en parlait. Donc tout ce qui est de l'ordre de la... moi ce que j'appelle plutôt de la guerre électronique que de la cyber, c'est-à-dire les problèmes liés à des perturbations GPS, des perturbations anti-NOIS, etc. On en a vu plein en mer Noire récemment. Là, la plupart des armateurs sont conscients, sont très informés d'ailleurs par les autorités sur ces sujets. Ça se fait. Si on revient plus sur la question pure cybersécurité, je crois que la problématique, c'est ni sous-évaluer ni surévaluer. Parfois, dans ce secteur, on a tendance un petit peu, des nouveaux arrivants en cyber, à dire l'incident de l'Evergiven, ça aurait pu être de la cyber, demain on va mettre en travers un porte-container via la cyber, canal de Suez. C'est pas techniquement impossible, pas facile quand même, mais la bonne question c'est pourquoi faire, dans quel but, qui donc je pense qu'il faut le prendre au bon niveau. Et quand on est un armateur, par exemple, au commerce, à passagers, on n'a pas le même type de sensibilité, le même type de risque quand on est un armateur à la pêche, quand on est au yachting, etc. Donc en réalité, cette sensibilité, elle est variable un petit peu en fonction des secteurs. Et par exemple, les compagnies maritimes qui exploitent des bateaux à passagers sont plutôt plus sensibles que des compagnies qui exploitent des porte-containers. Le portuaire, c'est différent parce que la plupart des ports, ils sont par essence des entités critiques
parfois des OIV. Et donc là, ils n'ont pas trop le choix, ils doivent mettre des... Alors, un point sur les OIV pour les pas spécialistes, est-ce que je le confie à Fabien, c'est quoi un OIV et pourquoi est-ce que les OIV doivent respecter quelles règles ? Les OIV, c'est les opérateurs d'importance vitale. Ces opérateurs d'importance vitale, ils sont suivis donc, par le secrétaire général de la Défense et Sécurité nationale pour respecter un certain nombre de règles de sûreté et de sécurité. Ce sont les premiers opérateurs qui ont été régulés dans le cyber avec la loi de programmation militaire. On leur a demandé d'appliquer un certain nombre de règles pour protéger leurs systèmes d'information les plus critiques, de les identifier déjà, les systèmes d'information d'importance vitale, et puis d'être en mesure aussi d'appliquer des mesures en cas de crise qui pourraient être demandées par l'autorité nationale, et de mettre aussi tout un ensemble de capacités de cyber-résilience autour de leur activité. Pour faire simple sur un OIV, pour reprendre ce que disait l'ancien directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard, globalement, quand on tape un OIV ou quand on impacte un SIV, il peut y avoir des morts derrière. Et c'est vraiment ça qui sous-tend la première réglementation qui a été faite en France autour de la cybersécurité et qui a imposé un certain nombre de mesures aux opérateurs d'importance vitale. Alors, si je peux me permettre un complément qui m'a toujours fait rire, la liste des OIV est top secret, totalement confidentielle, donc si vous l'êtes, vous le savez, si vous ne l'êtes pas, c'est vexant, vous n'êtes pas si important. Donc, pardon Bernard, je vous redonne la parole donc, sur les ports qui sont souvent des OIV, en effet. Voilà. Et donc, si on regarde globalement, hors ces cas un peu particuliers, je pense globalement au milieu maritime, il y a des progrès. Si on regarde 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus en arrière, il y a des progrès. On est passé, on va dire, d'une forme de négligence à une forme de prise de conscience dans laquelle les actions, pour beaucoup, restent encore à mettre en place. Donc on rencontre des armateurs qui se sont posés la question, qui ont commencé à écrire des documents, souvent, sur le sujet. Donc un côté, on va dire, très administratif, une approche très administrative, qui ne sont pas forcément encore à un niveau, effectivement, de structuration de solutions, parce qu'ils estiment que cette menace, elle est peut-être encore un petit peu diffuse, ou parce qu'elle n'aura pas été bien présentée par rapport à ce que c'était tout à l'heure. Le cliché, me semble-t-il, ça a longtemps été, puisqu'on est un bateau, puisqu'on est relativement coupé du monde, on n'est pas concerné par cette menace. Alors, Howard, est-ce que ça, c'est passé de mode ? Ouais, ça reste applicable jusqu'à un certain point. Pour les navires, et là encore, pour les souscripteurs et les courtiers, corps et moteurs, on voit que l'assurance des navires était entièrement pour les dégâts physiques, mais les cyberattaques peuvent causer des dégâts physiques. La probabilité de cela est faible, mais c'est pour ça qu'on s'achète une assurance, parce que les choses peuvent toujours arriver. Ce qui est plus probable, et ce que l'on constate effectivement, et c'est là que les produits d'assurance doivent probablement évoluer pour couvrir les risques qui surviendraient véritablement, ce sont les dégâts non physiques. Ça n'est pas aussi dur à comprendre pour nous en tant qu'assureurs maritimes parce que avec corps et facultés, c'est toujours une question de dégâts physiques, de choses qui arrivent, mais les dégâts non physiques, c'est simplement qu'un écran sur une passerelle passe au noir. Que se passe-t-il alors? Ça ne veut pas dire nécessairement... Ça ne veut quasiment jamais dire que le bateau va couler ou va entrer en collision ou quoi que ce soit comme ça. Parce qu'il y a quand même des humains à bord qui ne vont pas laisser ces extrémités se produire. Mais bon, il peut quand même y avoir les coûts de règlement de l'incident, les coûts qu'il y a à des retards. Il peut y avoir aussi des passages de canaux qui peuvent être retardés. On peut perdre son emplacement. Il peut y avoir le remplacement du matériel dans le matériel de navigation, de pilotage ou de propulsion. Il y a tous ces coûts associés. Mais ça n'est pas à strictement parler des dégâts physiques. Et donc, il faut voir ce qu'il se passe et puis s'assurer que les solutions d'assurance répondent à ces besoins. Alors justement, vous abordez l'assurance, je voulais mettre les pieds dans le plat. Et en plus, comme on a préparé un petit peu, je sais que vous n'êtes pas forcément tous d'accord. Donc je vais commencer par Bernard. On trouve des assurances cyber maritimes ? Alors pour être un peu provocateur dans cette salle, je dirais non.
la réalité, c'est pas tout à fait ça, mais on en trouve peu. D'une part, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une demande énorme. Quand on discute avec les courtiers, hein, parmi vous, la demande, par exemple, des armateurs sur le sujet, elle n'est pas si énorme. Donc, il faut aussi qu'il y ait une demande pour qu'il y ait une réponse. Alors, je parle vraiment dans le maritime, hein, je ne parle pas de l'assurance, parce que l'assurance cyber, en général, elle existe, bien sûr, depuis longtemps, et très performante. D'accord. Après, il faut distinguer un peu quel type d'assurance on cherche à avoir. Est-ce qu'on parle de perte d'exploitation? Est-ce qu'on parle effectivement de dommages matériels donc liés à l'assurance coque et machine? Est-ce qu'on parle des problématiques liées au ransomware, c'est-à-dire au rançongiciel? On va réclamer une rançon, donc est-ce que je couvre ce Où l'entreprise est totalement bloquée du jour au lendemain et on lui promet de lui rendre à la fois son accès à ses données et son exploitation contre un chèque. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a toutes ces problématiques-là. Ce qu'il faut trouver, c'est effectivement des assureurs qui vont aller racheter les clauses d'exclusion, puisque généralement, c'est une clause d'exclusion dans les assurances coque et machine, donc ça commence à exister. Et pour pouvoir le faire, il faut pouvoir maîtriser ce risque, il faut pouvoir le connaître. Et c'est cette question-là qui fait sans doute qu'aujourd'hui, il y a quand même peu d'offres en matière assurantielle. Alors, en toute logique, c'est le moment où je donne la parole au courtier. Jean, est-ce qu'il y a une demande et est-ce qu'il y a une offre? Je vais répondre oui et oui. C'est vrai que l'assurance cyber, c'est assez récent. Si on fait un petit peu le parallèle avec les assurances maritimes, les assurances classiques, dommages, etc., ça fait que 20-25 ans. Donc on apprend de temps en temps en faisant des erreurs, mais on apprend et le marché se développe. On parle pour l'assurance cyber en règle générale effectivement de 10 à 15 milliards de primes. C'est petit, mais c'est déjà plus gros, je crois, que l'assurance aviation ou quasiment la même taille. Donc voilà, c'est en train de grossir, c'est en train de prendre de l'importance. Et ça concerne toutes les entreprises de tous les secteurs, et notamment dans le maritime, et notamment dans l'aérien. Après, les assureurs, ils vont avoir une perception par secteur. Et aujourd'hui, je crois que ça a été déjà mentionné, le secteur maritime, il est vu comme un petit peu en retard par rapport à d'autres secteurs, le secteur de la défense, le secteur des banques. En termes de protection, de risque. En termes de protection. Donc il y a la première analyse de certains assureurs de dire voilà, ce sont des secteurs qui sont très exposés, très dépendants de leur système d'information, just in time. Mais derrière, effectivement, il y a un niveau de protection qui est un peu en dessous. Alors nous, j'ai fait le calcul avant de venir ici, sur les 10 contrôles informatiques un peu clés, je dirais. Aujourd'hui, ils sont déployés à 73% par nos clients au niveau mondial et uniquement 68%, vous pourrez dire c'est pas très loin, mais bon, 68% sur le secteur transport. Donc on voit qu'ils sont un peu en dessous, les banques, ça va être un peu au-dessus, et ça c'est quelque chose qui est pris en compte par les assureurs et qui les embête un petit peu entre parenthèses. Et on voit tous ces sinistres. On a mentionné Maersk, on peut mentionner Toll Group en Australie. Je prends des exemples un peu loin pour être sûr que je ne mentionne pas trop des personnes, des sujets un peu sensibles, mais il y en a partout, il y en a en Europe, il y en a en France. Après, je pense qu'il faut bien cadrer de quoi on parle. En assurance, voilà, on est un petit peu simplet, donc on a une cause et une conséquence. Donc la cause, on parle bien des attaques malveillantes, des cyberattaques, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, de tout type de cyberattaques. En conséquence, on a parlé du dommage matériel ou du dommage immatériel. Et les sujets, ils sont à traiter des deux côtés. Et il y a des solutions qui existent des deux côtés, soit par des rachats d'exclusion sur la partie dommage matériel, soit par des polices indépendantes au niveau immatériel. C'est vrai qu'il y a des spécificités sectorielles. Quand on est un armateur, quand on est un opérateur, il y a des chaînes de responsabilité qui sont un peu spécifiques. Et il y a des assureurs un peu spécifiques aussi qui savent répondre, qui comprennent et qui peuvent effectivement apporter des solutions. Donc moi je vois ça comme un défi. On doit continuer à s'améliorer, on doit continuer à écouter les clients, écouter les spécificités. Mais il y a une offre aujourd'hui et si vous allez demander au client que j'ai peut-être mentionné il y a une minute, il a reçu une indemnisation qui correspondait à la limite qu'il avait achetée. Donc c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui et qui certains assureurs, il y a 1 an ou 2, quand ils payaient plus de sinistres qu'ils encaissaient de primes, trouvaient que ça marchait presque un peu trop bien d'ailleurs cette histoire de cyberassurance. Donc ça fonctionne, ça ne veut pas dire que tout est rose et donc on va continuer à s'améliorer. Howard, sur le volet existence de l'assurance, je pense que vous écoutez. D'accord. Tout d'abord, je vais rebondir sur ce qui a été dit concernant l'aspect offre et demande. Est-ce qu'il y a une demande pour ce genre de produit? Bon, bien sûr, il n'y aura jamais de demande qui soit parfaitement satisfaite si les produits ne sont pas les bons pour la situation.
Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit, Jean, vous avez complètement raison. Vous avez le maritime d'un côté, qui a des centaines d'années d'existence. Et puis, il y a le cyber, qui a une vingtaine d'années d'existence. Donc, c'est un processus d'apprentissage dans tout cela, dans lequel on s'inscrit tous. Et les exemples de tout cela seraient d'un côté corps et machine. Ça n'est pas qu'une question de dégâts physiques. Il faut assurer les dégâts non physiques et assurer aussi les bureaux et pas simplement le métal que l'on retrouve en mer. Parce que le cyber va couvrir l'ensemble de l'activité. Et puis, autre exemple, si quelqu'un ici fait de la logistique de transport, là, il est plus probable que ce soit un cyberincident dans les bureaux de l'entreprise. Mais que se passe-t-il si les marchandises transportées par le logisticien au nom de leur propriétaire viennent à manquer ou disparaissent dans la nature à cause d'un cyberincident, ou bien s'il y a un problème avec des marchandises sensibles à la température du fait d'une cyberattaque. Peut-être que les propriétaires vont se retourner contre le logisticien de par leur contrat, un contrat de responsabilité dont on a tous connaissance, et vont dire « Attendez là, puisque vous n'avez pas été à la hauteur dans vos contrôles de cybersécurité, parce que vous n'avez pas bien formé vos personnels, parce que vous n'avez pas patché vos systèmes en temps et en heure, toutes les limites de responsabilité qu'aurait généralement un transporteur, par exemple 2 DTS par kilo, tout ça, ça ne s'applique pas. Et donc, on va demander un dédommagement pour la valeur pleine et entière des marchandises. Et donc, ça change la nature de la relation entre les logisticiens et les propriétaires et l'assurance. Donc, il faut réfléchir à tout ce qu'il peut se passer. Il faut qu'il y ait un produit qui puisse raisonnablement couvrir tous ces incidents fortuits. Il faut que ce soit des incidents fortuits, pas des choses qui se passeraient quoi qu'il arrive. Est-ce que vous êtes d'accord? Panagiotis, sur le volet assurance, alors vous êtes côté cybersécurité, est-ce que vous travaillez avec vos collègues en interne, en gestion des risques, en assurance, et est-ce que c'est une avancée main dans la main? Oui, je crois que les entreprises, tout d'abord, devraient comprendre quel est leur niveau de maturité en matière de cybersécurité. Si elles comprennent bien ce niveau, alors peut-être qu'il y aura certaines clauses dans les produits assurantiels permettant de fournir une meilleure assurance aux compagnies pour offrir une meilleure assurance aux entreprises qui sont plus matures en matière de cybersécurité. Je crois que tout ça, ce sera lié en matière d'assurance. Le niveau de cybersécurité sera relié vraiment aux produits assurantiels fournis. On a parlé de quelques dommages qui avaient été payés, quelques sinistres qui avaient été payés. Concrètement, on a beaucoup dit autour du cyber qu'il y avait un risque systémique. Alors, est-ce que ça inquiète le secteur? Est-ce que ça peut être systémique? On avait vu les premières grosses attaques avec en effet un effet de chaîne. Ça va bien, Jean, tous les deux, Jean. Je peux commencer avec plaisir. Il y a eu une très bonne interview il y a quelques mois, quelques années peut-être même, de Thomas Buberl, le PDG d'AXA, et qui disait que, comme c'est intelligent, ça ne vient pas de moi, c'est pour ça que je donne son nom, et qui disait que tous les risques soit vont être gérés par le digital, par l'informatique, soit vont devenir systémiques. Et on peut prendre le risque motor liability, enfin le risque automobile. Demain, avec les voitures autonomes, on ne va plus souscrire notre petite assurance dans notre coin, mais il va y avoir effectivement une flotte reliée entre elles. Et s'il y a un problème malveillant ou non sur le système informatique, on va avoir un gros boom. Donc tous les risques sont en train de devenir systémiques à cause du digital. Et donc du coup, le risque cyber est systémique. Moi, mon analyse, c'est que le risque cyber, il est systémique par nature. Et si les assureurs ne veulent pas prendre une partie de ce risque systémique, il vaut mieux pas faire de cyber. Enfin, je suis un peu provocateur, mais je pense qu'il faut aller jusque-là.
Après, il faut faire la différence, à mon sens, entre le systémique et le catastrophique. Il y a quelques scénarios catastrophiques avec une amplitude et une sévérité qui, effectivement, fait réfléchir et pose problème. Et les assureurs se grattent la tête, et on se gratte tous la tête, sur 3 grandes typologies de scénarios. Les sujets de guerre, qui ont été exacerbés par ce qui s'est passé effectivement, ce qui se passe en Ukraine. Les sujets d'infrastructure, d'énergie et de télécommunications. Si Orange tombe, on a un petit problème sur l'économie française. Et le troisième sujet, qui est toute la supply chain IT, tous les fournisseurs IT, les gros fournisseurs de cloud, etc. Et après, il y a des débats sur quelle pourrait être la potentielle sévérité de ces 3 scénarios catastrophiques. Je crois que le scénario infrastructure, il est assez clair qu'il dépasse de loin ce que les assureurs ont en capacité d'indemnisation. Mais en revanche, sur les 2 autres, il y a ces débats qui sont ouverts. Et donc, le plus gros travail, je pense, pour l'instant, il est de mettre nos données en commun, de mettre nos expériences sinistres en commun pour quantifier. On a un scénario en ce moment sur le 3e volet qui s'appelle Move It, sur lequel nous, on gère des sinistres. Donc c'est une vulnérabilité qui touche énormément de clients. J'ai vu hier que ça touchait notre plus gros concurrent, donc ça m'amuse. Mais voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose, encore un scénario systémique qui arrive, et on va voir comment on peut avoir le plus de données possible pour voir quelle peut être la potentielle sévérité. Les sujets de cloud, c'est vrai qu'il y a 2-3 très gros fournisseurs au niveau mondial, ils sont très bien ségrégés entre eux. Est-ce que vraiment, il y en a un, est-ce que le scénario est plausible que ça tombe? Qu'un cloud provider tombe entièrement au niveau mondial pendant 24, 48, 72 heures. Et c'est ces sujets-là qu'on a vu que des incendies sur des... pouvaient déjà avoir un certain effet. Et voilà, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est donc le dernier rapport de notre société sœur qui s'appelle Guy Carpenter, qui dit que ça pourrait coûter entre 15 et 35 milliards, un scénario systémique sur le cloud, etc. La prime, c'est 15 milliards, donc c'est pas assez, mais c'est pas non plus à des années-lumière. Je sais pas si c'est catastrophique, c'est important, ce serait pas une bonne nouvelle pour les assureurs, mais je sais pas si ça les mettrait au tapis. Et un scénario catastrophe naturelle, c'est entre 50 et 100 milliards en Floride, etc. Donc cette quantification-là n'est pas catastrophique. Il y en a d'autres qui le sont. Le scénario du Lloyd, c'est plus près de 100 milliards de mémoire. Donc voilà, donc c'est tout ça qu'il faut qu'on améliore pour pouvoir calibrer les réponses et dire aux clients qu'il y ait une exclusion ou pas, c'est pas le sujet. Il n'y aura pas d'indemnisation parce que là c'est trop gros pour nous, et se discute des sujets. J'avais la chance hier d'être à Bruxelles pour parler à certains commissaires européens. Il y a des discussions aux États-Unis, il y a des discussions en Europe, il y a des discussions au Royaume-Uni sur justement un potentiel backstop étatique, tout comme effectivement on a ça Gariat en France. Est-ce qu'il faut aller jusque-là pour traiter ces sujets catastrophiques? Fabien, justement, j'aurais voulu ta réaction à la fois sur le côté catastrophique et la façon dont, à Bruxelles, on travaille sur ces sujets-là. Alors, sur le volet systémique, comme le disait Jean, hein, oui, c'est intrinsèque au domaine, certes. Maintenant, on a besoin aussi de mieux connaître le risque, de mieux connaître la technologie. Ce qui est gênant, c'est que de facto, dans le numérique, on a des vagues de technologies disruptives qui viennent renverser la table. Et à chaque fois qu'on a une vague de technologies qui arrive, on se retrouve avec un niveau aussi de vulnérabilité qui explose, parce qu'il faut pouvoir comprendre ces technologies et pouvoir mieux les sécuriser, et donc ça crée aussi des potentialités systémiques. Après, si je décode, tu disais tout à l'heure qu'on était dans une phase un peu meilleure. Concrètement, là, entre l'intelligence artificielle et le quantique, on peut de nouveau avoir une inversion. Potentiellement. Ce qui fait, par exemple, que l'on est sur une phase meilleure, l'effet cloud aide beaucoup. À partir du moment où je mets des données sur un cloud en respectant, si possible, aussi les questions de souveraineté, par exemple sur un cloud, Secnum Cloud avec des données en Europe, mais un cloud va être plus difficile à attaquer pour l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus agile dans sa capacité à fermer les portes, à fermer les vulnérabilités, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on a un effet cloud qui nous aide. Peut-être que demain, ça ne sera plus le cas, que des vulnérabilités vont apparaître, on va voir des cloud providers tomber. On voit arriver effectivement l'intelligence artificielle, on se pose beaucoup de questions. L'Europe est en train de travailler une régulation sur l'IA. Pourquoi on se pose des questions? Parce que potentiellement, ça peut accélérer la capacité des attaquants à être extrêmement agiles et innovants dans leur capacité d'attaque, potentiellement. Aujourd'hui, l'IA aide beaucoup en défense.
Peut-être que demain, ça aidera plus en attaque. Mais pour répondre à la question, moi, ce qui me gêne, par exemple, sur l'aspect systémique, c'est sur ces ruptures du numérique. Si on prend le maritime, la rupture terre-mer, elle est en train de s'effacer. Elle est en train de s'effacer parce que les bateaux sont connectés par les SATCOM. Et puis, alors aujourd'hui, les tuyaux sont petits, mais demain, avec les satellites à basse orbite, on va avoir des connexions à la mer qui seront tout aussi rapides qu'à terre. Donc le bateau à la mer sera toujours dans son environnement numérique. On aura toujours des systèmes d'information et des systèmes de propulsion, les systèmes professionnels et les systèmes de navigation qui seront extrêmement interconnectés à Internet. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas les sécuriser. Ça veut dire que potentiellement, on peut se retrouver sur des vulnérabilités qui peuvent amener à paralyser toute une flotte à la mer, ce qu'on n'a jamais vu aujourd'hui. On a vu des ports se faire paralyser, on n'a jamais vu une flotte complètement paralysée. Donc il faut essayer de l'anticiper. Alors que fait l'Europe par rapport à tout ça? L'Europe, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'elle s'est rendue compte de l'effet de son pouvoir de régulation vis-à-vis du cyberespace, avec le RGPD. Vis-à-vis de plein de choses, je crois qu'elle a. Oui, vis-à-vis du numérique. Et donc il y a une vraie volonté à l'Europe de réguler et reprendre la main sur le territoire européen numérique avec des effets extraterritoriaux qui sont assumés. Et donc les régulations s'enchaînent, qui permettent de faire monter le niveau global de cybersécurité. Elles permettent d'attaquer aussi ces ruptures technologiques, donc avec le Cyber Resilience Act qui arrive, qui doit s'attaquer à l'IoT, avec l'AIA Act qui s'attaque à l'IA. Maintenant, on sait tous que ce n'est pas parce qu'on a un marteau que tous les problèmes sont des clous. Donc la régulation est en train d'enfler aussi. Il faut garder une certaine forme de cohérence au niveau européen pour qu'elle soit applicable. A contrario, dans le monde anglo-saxon, on est plus dans le contrat. On voit que le niveau de maturité dans le maritime, par exemple, est là, à un certain point. Les guidelines du BIMCO sont remarquables, elles en sont quand même à la 4e version. Donc on a atteint un certain seuil de maturité et la dimension systémique du cyberespace, elle sera toujours là. Elle accompagnera les grandes vagues de disruption. Et au niveau européen, le choix qui est fait aujourd'hui, c'est vraiment de maîtriser tout ça par de la régulation et par de l'accompagnement, ce qui est la réponse classique de l'Europe. Et donc c'est très intéressant que les acteurs privés soient régulièrement à Bruxelles pour discuter avec les commissaires européens, pour faire le lien, pour éviter d'avoir un trop-plein de régulation ou des effets pervers de la régulation à un certain moment. Je voulais vous emmener vers le terrain des solutions. Alors clairement, la régulation, c'est une des pistes. En matière de gestion des risques, concrètement, est-ce qu'il faut aussi encore travailler? Quelles sont les pistes? Panagiotis? Yes. Alors oui, absolument. Il y a un certain nombre de risques de cybersécurité à prendre en compte du point de vue de l'industrie maritime, que ce soit en mer ou à terre. Il faut bien comprendre que les risques cyber ne sont pas uniquement le fait des cyberattaques. C'est bien plus que cela. Il y a des erreurs administratives qui peuvent entrer en jeu, des erreurs humaines donc, des catastrophes naturelles, des événements imprévus, des risques d'ordre réglementaire également. Et donc, chaque entreprise doit mettre en œuvre un cadre très solide et robuste de cybersécurité. Pour y parvenir, toutes les entreprises devraient pouvoir compter sur les bonnes personnes pour ce faire. Et donc, ces entreprises ont besoin d'experts en matière de cybersécurité. Il ne faut pas que ces responsabilités relèvent uniquement des départements informatiques. Et dans la plupart des entreprises, pourtant, c'est exactement ce cas de figure. Ce sont les responsables informatiques qui portent le risque de cybersécurité. Non, il faudrait que ce soit des experts en la matière. Il faut investir en technologie, dans les technologies et également dans la formation, dans la sensibilisation, pour que tous les collaborateurs et la direction aussi soient bel et bien conscients des risques auxquels font face leurs entreprises. Si tel est le cas, alors les entreprises, à mon avis, pourront tout à fait faire face à tous les risques de cybersécurité qui pourront se poser face à elles. Les risques
sont en mutation constante et il est difficile de se tenir encore et toujours au courant des toutes dernières évolutions. D'où ce besoin de formation des collaborateurs. C'est pour moi absolument essentiel pour faire face à tous les risques. Complément sur la gestion des risques. Je suis absolument d'accord. Ce sont ces deux domaines qui entrent en jeu. L'informatique et la technologie, ces deux éléments font partie de la solution. C'est certain. Et en tant qu'assureur, bien entendu, vous pouvez dire, voilà, il faut qu'on ait besoin de X niveau de protection, sans rentrer dans le détail technique, mais voilà, il faut qu'il y ait un système d'accès privilégié des utilisateurs, mettre en place un système de partage des risques. Mais, à mon avis, du point de vue de la gestion des risques, il faut vraiment s'attacher aux personnes, d'où le besoin de formation. Vous aurez beau avoir le meilleur système informatique au monde, à partir du moment où on remet un ordinateur à un être humain, eh bien des erreurs peuvent survenir. D'où le besoin d'assurance, bien entendu, mais également d'où le besoin de formation. L'OMI aussi a déclaré que ce risque de cybersécurité doit faire l'objet d'une certification dans le cadre d'un plan de gestion des risques. Donc la cybersécurité, ce faisant, est mise exactement au même niveau que la sûreté et la sécurité des personnes. Et donc, si l'ordinateur, par exemple, si l'écran va se retrouver complètement blanc, il faut que l'équipage sache comment réagir et que faire, d'où ce besoin de formation. Et donc là, les réglementations, bien entendu, elles peuvent être tout à fait utiles car elles vont permettre de bien définir les plans de sécurité et de gestion des risques. Vos conseils en matière de gestion des risques? Alors déjà, on peut aborder plusieurs niveaux. Globalement, on parlait de solutions tout à l'heure, il y a déjà un premier niveau de réponse institutionnelle et qui permet justement de mieux aborder les risques. Il y a notamment une série de règles et de propositions qui ont été faites par la Direction des Affaires Maritimes, par la DGAMPA, qui reprennent pas mal d'ailleurs les règles du BIMCO, qui sont d'excellents guides déjà pour aborder cette question des risques maritimes et les premiers niveaux de couverture. Il y a, on en parlait tout à l'heure, France Cyber Maritime avec le MCERT, donc le Maritime Computer Emergency Response Center, qui a été lancé à Brest, qui collecte toute l'information et qui peut être une excellente source aussi d'analyse de risques et de support dans ce contexte-là. Ensuite, on parlait un peu aéronautique. Moi, je suis assez persuadé, je discute souvent avec des gens qui font de la cyber de l'aéronautique, qu'on a beaucoup d'enseignements à prendre dans le secteur aéronautique par rapport à l'approche. On n'est pas sur les mêmes dimensions de temps, on n'est pas sur les mêmes dimensions réglementaires, mais il y a beaucoup de parallèles. Beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de retard. Et beaucoup de retard aussi. Alors évidemment, un avion, on se doute qu'il y a des risques directs, immédiats qui sont plus prégnants qu'un navire par exemple. Néanmoins, on peut réellement comparer les choses, il y a pas mal de choses intéressantes. Et globalement, je pense que le conseil, c'est de passer d'une approche checkbox, où on dit bon c'est bon, j'ai le document, j'ai ça, c'est bon, à une approche où il y a une gouvernance, c'est extrêmement important, où on adresse l'aspect humain, où on fait une vraie analyse de risque et on ne prend pas des grands éléments, mais on va vraiment regarder par rapport aux activités, par rapport aux navires, par rapport à la technologie, par rapport à ce qu'on fait, quel est vraiment le risque qui existe, et on va trouver effectivement à ce moment-là des solutions, dont des solutions techniques, mais finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la partie technique, notamment sur l'IT, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est l'analyse en amont qui est plus compliquée. C'est un sujet sur lequel clairement je souhaite vous donner la parole, donc si on peut peut-être mettre un peu de lumière et faire passer un micro, je pense que vous pouvez avoir au quotidien pas mal de questions, de sujets cyber. Il y a tout au fond à gauche déjà pour commencer, monsieur se lève, je vais descendre aussi peut-être. Oui, merci beaucoup pour ces présentations. Juste une petite remarque. À l'heure actuelle, il n'y a pas de réglementation internationale sur la problématique de la cybersécurité sur les navires.
Il y a une résolution de l'OMI qui a été citée par les intervenants, mais qui est extrêmement brève. C'est juste 3 paragraphes. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. La France, elle, a été au-delà, hein, en imposant des règles plus strictes sur la cybersécurité à bord des navires. Donc ma question est simple. Est-ce que vous êtes ou non partisan d'une réglementation mondiale sur l'exigence de cybersécurité à bord des navires? Qui se lance? Bernard? Déjà, puisqu'on parlait d'évolution, il y a une évolution nette, puisque effectivement, vous avez raison, hein, les règles de l'OMI sont très limitées et très permissives. Par contre, si on regarde à travers les sociétés de classe notamment, on commence à voir apparaître les règles qui vont arriver en 2024 sur les constructions neuves, qui vont être beaucoup plus contraignantes pour les chantiers et donc derrière pour les armateurs et les équipementiers en matière de cyber. Donc il y a déjà une évolution à travers l'Ajax, hein, qui est assez importante. La deuxième réflexion, c'est qu'effectivement, la réglementation comme l'assurance sont des excellents leviers, je pense. Hein, et donc oui, moi je suis plutôt favorable à une évolution de cette réglementation comme on l'a vu dans l'aéronautique. Peut-être une remarque par rapport au passé de Panos. On voit que dans le monde bancaire, c'est quelque chose qui a été très tôt poussé au niveau international, d'avoir ces réglementations et ces règles. Et dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les secteurs les plus matures. Le risque est aussi en lien et très très sensible, mais on voit que c'est les secteurs les plus matures sur la cybersécurité. Donc effectivement, une réglementation un peu harmonisée au niveau mondial permettrait de pousser tout le secteur. Mais je pense que la directive NIS 2, pour moi, œuvre dans ce sens, ouais. Et l'Europe est très pushy, comme vous le disiez tout à l'heure sur ce sujet, avec Nice d'abord et maintenant Nice 2 qui est beaucoup plus ambitieux et qui va toucher beaucoup plus d'acteurs dans le secteur maritime. Alors ça prend pas en compte les spécificités du maritime, mais je pense que ça met déjà une bonne plateforme pour pousser les entreprises à plus de maturité informatique. Je suis complètement d'accord, la régulation accompagne le mouvement de maturité, elle peut aider à accélérer, elle peut contraindre dans certains cas quand il est nécessaire de contraindre, mais elle accompagne. Aujourd'hui, le système assurantiel dans son ensemble fonctionne très bien vis-à-vis de la plupart des risques au niveau du secteur du transport en général. C'est quand même un système qui est redoutable, où s'il se passe un incident à un bout de la Terre, il est tout de suite analysé, des mesures préventives sont prises en place, puis après il est intégré au travers de la certification et de l'assurance. Donc l'enjeu premier pour le cyber, ça a été de ne pas recréer quelque chose, mais d'intégrer le cyber dans ce système-là. Et la réglementation, petit à petit, elle vient accompagner tout ça et entériner un certain nombre de choses et contraindre après les derniers récalcitrants. Alors effectivement, la directive NIS, la Network and Information Security, ça a été la première directive européenne à imposer aux opérateurs de services essentiels de prendre vraiment des mesures de cybersécurité. C'était la déclinaison au niveau européen de ce qu'on avait fait en France et certains autres États membres sur la loi de programmation militaire vis-à-vis des OIV dont on a parlé précédemment. Mais on tapait les grands comptes, c'était vraiment les gros opérateurs. Maintenant, on voit que le niveau de maturité passe une étape. La directive NIS 2, elle va changer de spectre, on va attraper beaucoup plus d'opérateurs. Le secteur du transport est considéré comme un secteur hautement à risque dans cette directive. Donc il va y avoir des nouvelles classes d'entités, des entités essentielles, des entités importantes qui vont avoir à appliquer un certain nombre de règles. Donc on passe finalement de réglementation nationale à des réglementations régionales et normalement ça doit naturellement découler vers les réglementations internationales. Donc à terme, oui, le mouvement naturel serait d'avoir une régulation au niveau de l'OMI, de la même manière pour le secteur aérien. Maintenant, encore une fois, si le système assurantiel ou si le système de risk management fonctionne très bien, la régulation, elle vient naturellement et elle n'a pas forcément besoin d'être non plus trop hâtée. Je crois qu'il y a une question, monsieur, au milieu. Oui. Bonjour. Je remercie déjà les panélistes pour cette intervention qui nous a permis d'y voir plus clair sur le risque cyber.
Alors la question que je voulais vous poser, c'est, on voit tous aujourd'hui que le risque cyber représente des enjeux financiers colossaux, hein, c'est un risque transnational. Ma question est de savoir, est-ce que vous pensez que les assureurs tout seuls, ou bien chaque assureur tout seul pourrait proposer des solutions, sachant que ça demande quand même des capitaux assez importants? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à un système un peu comme nous avons avec nos CatNat, hein, les catastrophes naturelles, se dire qu'on est là sur un risque qui est assez important pour pouvoir être supporté par un seul assureur et essayer de mettre en place un système comme les CatNat. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un sujet éminemment stratégique et politique. qui se lance? Alors, moi, je vais juste parler du côté du régulateur que j'étais et que je ne suis plus, mais je passerai la main ensuite aux spécialistes de la mécanique assurantielle. Fabien était à l'ANSSI jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, jusqu'en septembre dernier. C'est effectivement un système, une question qui se pose, qui est étudiée. Elle a été étudiée notamment dans le cadre d'un groupe de travail mené par le Trésor, auquel on a participé avec un certain nombre d'acteurs. Maintenant, entre l'assureur tout seul et le système, le régime de catastrophe naturelle, il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut faire qui permettent de mettre en place une capacité de résilience et le système de catastrophe naturelle, il vient généralement en dernier pour parachever tout cet édifice. Et ce mouvement-là est en marche dans la mécanique assurantielle, dont je ne suis pas un expert, est en marche et je crois que la volonté des acteurs étatiques, notamment au niveau européen, c'est de mettre en place ce type de système, dit backstop ou catastrophe naturelle, au moment où il se sera opportun et d'accompagner la structuration de la mécanique assurantielle pour qu'à la fin l'édifice de réassurance, l'édifice de résilience tienne debout. Mais je vais laisser la parole. Non, mais c'était effectivement le sujet de discussion hier qui m'a amené à Bruxelles. C'est un sujet qui vraiment est discuté depuis plusieurs années, qui arrive à maturité et ces étages qu'il faut construire avant d'arriver à la pertinence du backstop, ils sont, je pense, pas tout à fait finalisés. Le premier étage, les grands clients connaissent l'utilisation des captives, donc de la capacité propre des clients. Il y a des mutuelles qui sont créées en Europe et dans le monde où certains clients aussi se mettent ensemble pour avoir de la capacité additionnelle. Il y a les assureurs traditionnels sur les marchés locaux, sur les marchés wholesale qui apportent aussi de la capacité. Il y a les grands réassureurs qui viennent effectivement et il y en a de plus en plus pour apporter de la capacité en réassurance, les cyber cat bonds, tous les marchés financiers qui commencent aussi à apporter du capital à ce grand marché de la cyberassurance qui est en train de se créer. Et au-dessus de tout ça, dans le cadre de risques catastrophiques bien identifiés, et on est sur ces exercices de quantification pour voir quelles seraient ces typologies des risques, il y a potentiellement la pertinence d'avoir un backstop, mais le backstop il doit démultiplier la capacité des assureurs, il ne doit pas remplacer les assureurs. Le but est vraiment d'avoir toujours plus de capacité et toujours plus de confiance. Ça se construit au fur et à mesure et notamment par rapport au fait qu'on n'est pas encore très clair sur les scénarios catastrophiques ou non, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que ça arrivera. Il y a un rapport assez intéressant qui est sorti au Royaume-Uni, mais je ne sais plus qui c'est au Royaume-Uni qui l'a sorti, et qui à la fin disait c'est une super idée le backstop, mais nous tout seuls, le Royaume-Uni, on sera trop petit. Le pool de primes, le marché sera trop petit pour faire un backstop efficace. Les États-Unis aussi se posent les questions. L'Europe peut-être à la taille suffisante pour pouvoir créer un pool avec suffisamment de primes. Mais ça pose plein de questions assez intéressantes. Le pool des catastrophes naturelles, il va assurer des actifs en France. Quand vous êtes une entreprise multinationale avec un siège en France ou en Europe, le backstop européen, il va vous couvrir. Mais si l'usine qui est touchée, c'est votre usine aux États-Unis, est-ce que le backstop européen doit payer ce sinistre alors qu'il est en dehors de votre territoire géographique? Comme avec le cyber, on n'a pas de géographie, c'est la première ligne d'assurance où on n'a pas de géographie. On a ce genre de questions qu'on se pose. Est-ce que l'Europe va aller financer la reconstruction, ou en tout cas la remise en marche d'une usine aux États-Unis? Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent et on va arriver à une solution, j'en suis convaincu, mais c'est assez nouveau sur beaucoup d'aspects. Peut-être une toute dernière question. C'est votre chance là.
Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on doit retenir? S'il y a un seul message qu'on doit retenir, j'ai envie de dire dans la salle, en tant qu'armateur, assureur, quelle est la chose à retenir? Je commence? Vas-y Jean. Le premier mot que je voudrais partager et redire, c'est l'optimisme. Et on est tous ensemble dans ce voyage et dans ces améliorations en cybersécurité et dans ce développement de l'offre de cyberassurance. Et le deuxième point, c'est cette offre de cyberassurance, elle a exigé un certain nombre de contrôles informatiques, une certaine maturité informatique pour pouvoir avoir des capacités des assureurs. Mais on voit maintenant le retour sur investissement et on commence maintenant à quantifier, on a quantifié l'impact que peuvent avoir les contrôles de cybersécurité sur la baisse de la fréquence et de la sévérité des sinistres. Donc si vous mettez en place le MFA, ça baisse de 44% la probabilité d'avoir un sinistre dans les 12 prochains mois. Donc on voit que ce rôle de prescripteur de l'assurance, après 20-25 ans de travail, on y arrive, on y est, on peut effectivement avoir un rôle où on va discuter et apporter de la valeur ajoutée aux équipes de sécurité informatique sur ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes de contrôle. Ça ne va pas être la seule source d'information pour eux, mais c'est une source valide pour pouvoir, eux, pousser leur direction générale sur à avoir plus de budget sur tel ou tel élément de contrôle informatique. Fabien, ton message phare? Alors mon message que je voudrais passer, ça a été dit, donc je vais le redire. Le risque cyber, ça n'est pas un risque stratégique ou opérationnel. Ça n'est pas un risque technique ou opérationnel. Pour une entité, quelle qu'elle soit, publique ou privée, le risque cyber, c'est un risque stratégique. C'est un risque stratégique parce que c'est un risque qui est potentiellement mortel, c'est un risque qu'on ne peut pas éviter, et c'est un risque qu'on ne peut pas externaliser. Donc ça doit être du coup géré par le top management. Et ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire tout d'abord une prise de conscience, parce qu'il va falloir mettre les ressources pour pouvoir mettre en mouvement les 3 lignes de défense de l'entité d'après la doctrine de l'AMRAE, c'est-à-dire toutes les capacités de l'entité concernée. Ça veut dire comprendre et s'organiser. Donc passer par une analyse de risque, ça a été dit, je ne peux que vous recommander l'analyse de risque et BIOS Risk Manager, notamment parce que je l'ai co-rédigée, mais elle est très bien. Comprendre, s'organiser, mettre en place une stratégie, ensuite bâtir son socle de sécurité, ou le durcir, protection, défense et surtout résilience maintenant, et puis après il faut durer. Donc il faut être capable d'être agile et de remettre en question régulièrement son exposition au risque et la manière dont on est organisé. Ces 4 phases-là, vous les retrouvez dans le guide qu'on avait rédigé il y a quelques années déjà avec l'AMRAE, qui s'appelle Contrôler son risque numérique, l'atout confiance, qui est disponible en plus sur le site de l'ANSSI et sur le site de l'AMRAE gratuitement. Mais globalement, c'est une démarche que l'on a proposée pour aider les entreprises à prendre en compte ce risque cyber chez eux. Mais encore une fois, c'est un risque stratégique, donc c'est une responsabilité du top management. Ça ne peut pas être un risque technique qu'on laisse à soit un service provider, soit à l'IT au sein de l'entité. Howard, what would be your key message? Alors, je pense qu'on l'a tous entendu aujourd'hui, c'est un véritable risque, même si du point de vue conceptuel, c'est un vaste sujet s'il en est. Mon message serait le suivant. Il existe des... Nous sommes tous des professionnels de la mer. On ne peut pas l'éviter. Ce risque sera toujours là. Il faut y faire face, tout simplement. Moi, je soulignerais que l'environnement technologique, pour une entreprise, cela va lui permettre de protéger ses actifs, c'est-à-dire ses collaborateurs, ses infrastructures, ses données, ses systèmes. Voilà les actifs de l'entreprise. La cybersécurité, ce n'est pas uniquement un sujet de prédilection des systèmes informatiques ou du département informatique. C'est pour moi un risque systémique qui concerne l'ensemble de l'entreprise et qui ne devrait pas relever de la responsabilité d'une seule et même personne, mais plutôt de l'ensemble des collaborateurs, dont la direction de l'entreprise. Eh bien, je vais un peu reprendre des choses qui ont été dites. La première, c'est un risque effectivement stratégique. Et ce qui est important, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est ni le surestimer, ni le sous-estimer. Il faut le voir au bon niveau, par rapport au contexte, par rapport à ce qu'on est, par rapport à la technologie, etc. Si je prends l'exemple des navires, un navire qui fait la traversée à l'île Dieu n'a pas tout à fait la même catégorie de risque qu'un méthanier qui va traverser le détroit d'Ormuz ou autre. Voilà.
Deuxième chose, entre guillemets, pour les compagnies maritimes en particulier, n'embarquez pas de pirates. Et je le dis pour deux raisons. La première, c'est le facteur humain. Celui qui involontairement va faire rentrer la menace, c'est souvent quelqu'un qui va cliquer au même endroit, au mauvais endroit, pardon, à bord. N'embarquez pas de pirates. Et je le dis pour une deuxième raison, c'est que dans l'approche, on n'en a pas trop parlé, je pense que, étonnamment, finalement, on a dit le niveau de prise de conscience est faible, alors qu'il y a quand même un exemple qui est extrêmement intéressant, c'est la sûreté maritime, c'est la piraterie maritime. Et on pourrait complètement faire le parallèle, et je pense qu'il faut le prendre un petit peu de la même manière. On a d'ailleurs des centres de réponse, des choses comme ça. Je pense que cette approche-là, avec l'analyse en risque en amont, qui est du même type, est tout à fait intéressante et peut inspirer les dirigeants, effectivement, parce que c'est bon au niveau de l'IT qu'on va faire ça, peut inspirer les dirigeants pour pouvoir, effectivement, trouver les bonnes solutions. Et dernière chose, il faut arriver à une espèce de cohérence numérique de l'ensemble de la chaîne, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, c'est-à-dire des solutions dans tous les sens. Et pour ça, il faut le lien entre les compagnies maritimes, les ports, les sociétés de classe, les industriels, les équipementiers et les assureurs. Et ce lien, il n'est pas forcément évident. C'est un peu le genre de lien qu'on essaye de faire, nous, des compagnies spécialisées dans ce domaine-là. Voilà. Merci beaucoup à tous les 5. Je pense qu'on peut franchement vous applaudir.